auditeurs sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour édition spéciale. Depuis le début du conflit en Ukraine, la liste des sanctions occidentales à l'égard de la Russie ne cesse de s'allonger. Après avoir imposé un embargo sur le charbon russe il y a de cela quelques semaines, aujourd'hui, la perspective d'un embargo sur le pétrole russe se précise. Après une réunion lundi des ministres de l'énergie de l'Union européenne, des ambassadeurs des 27 États membres ce mercredi à Bruxelles, l'Union européenne est plus que jamais proche d'un consensus pour un accord visant à arrêter progressivement les importations du pétrole russe et des produits pétroliers d'ici la fin de l'année. Quelles pourraient en être les conséquences? Ça sera donc le thème de notre débat ce soir. On en parle avec nos invités. D'abord, Monsieur Monad Preur, bonsoir. Vous êtes expert international en énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Jacques Sapir est également notre invité. Bonsoir. Monsieur Jacques Sapir. Oui, bonjour. Bonsoir, Monsieur Jacques Sapir. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales en France, membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. Merci de répondre ce soir à nos questions. Je commencerai d'ailleurs avec vous, Monsieur Sapir. Il y a quelques semaines, on disait que se débarrasser des hydrocarbures russes était très difficile, voire impossible. Comment on est parvenu à franchir cette étape aujourd'hui ? Monsieur Sapir, vous êtes avec nous? Très bien, donc on va revenir à Monsieur Jacques Sapir. Je vous poserai à vous, Monsieur Preur, la question. Donc, l'Union européenne s'apprête à imposer un embargo sur le pétrole russe, après avoir dit que c'était très difficile. Comment on est parvenu à franchir cette étape, à votre avis ? En fait, ça reste très difficile, voire même périlleux. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont il faut regretter les développements actuels, est comme un train fou aujourd'hui, oui, dont on ne peut pas mesurer les conséquences de ces évolutions. Lorsque l'Union européenne en est arrivée donc à évoquer, je préfère cette expression, oui, un embargo de 6 à 8 mois avec des exemptions pour la Hongrie et la Slovaquie, oui, ce qui rend jaloux un certain nombre d'autres pays qui ne souhaiteraient pas participer à ces sacrifices. Les choses prennent une tournure, à mon avis, dangereuse. Oui. Dangereuse dans la mesure où la Russie est le principal fournisseur d'hydrocarbures de l'Europe. Absolument. C'est-à-dire avec 4,5 millions de barils par jour entre pétrole et produits pétroliers, ça me semble excessivement difficile de compenser à très court terme les volumes russes. Oui. Quelles que soient les promesses, l'AIE qui annonce 120 millions de barils par jour, les États-Unis qui ouvrent leur stock, etc. En fait, le conflit, ma conclusion, prend dangereusement les contours d'une crise énergétique. Oui. Alors même que je pense que ceux qui sont à l'origine de cette décision ont cru à un alignement d'étoiles, une fenêtre d'opportunité, du fait du ralentissement chinois, de la hausse du dollar, oui, par rapport à l'euro. Mais ça veut dire qu'ils vont payer plus cher l'énergie, oui, puisque le pétrole et le gaz sont payés en dollars. L'enjeu principal est donc l'énergie. Donc la facture énergétique européenne va être plus forte. Mais je pense qu'ils ont pensé que le moment était venu
de tenter l'estocade vis-à-vis des Russes Oui. en supprimant ce qui représente 60% de leur rentrée. Donc, ce qui est... mais les Russes ont montré, la Russie plutôt, a montré une capacité de résilience étonnante. Et pas si étonnante que ça pour un observateur averti, dans la mesure où la hausse des prix autant des hydrocarbures que du charbon, des matières premières, etc., Oui. a compensé la baisse de ses exportations. Oui. Monsieur, je vais me diriger vers Monsieur Jacques Sapir. Je vais vous reposer la question, Monsieur Sapir. Vous qui êtes également économiste, à votre avis, comment on en est arrivé là? Comment l'Union européenne est parvenue à franchir cette étape? Je n'entends pas. Il me semble Je ne vous entends pas. qu'il y ait donc un problème technique. On va essayer d'arranger tout ça. Donc, on le disait, la facture risque d'être importante pour l'Union européenne, Monsieur Preur. Qu'en est-il pour la Russie? D'abord, la Russie a montré une capacité de résilience. Oui. Et puis, en arrière-plan de cette bataille de chiffonnier énergétique, hein, il y a des recompositions géopolitiques lourdes. Oui. D'accord. En fait, on est revenu aux grands principes développés par Mackinder la première moitié du siècle dernier, et ensuite par Zbigniew Brzezinski, et la hantise de la formation d'un bloc eurasiatique qui ferait jonction avec la Chine, avec l'Inde, etc., et qui va menacer les puissances atlantistes. Alors, pour la première fois sur ce plateau, je vais corriger une expression que j'emploie, à savoir globalisation. Je vais parler de globalisation anglo-saxonne. Je crois que nous sommes en train de quitter ce paradigme, cette interconnexion des économies, cette disparition des frontières au profit des puissances anglo-saxonnes. Il n'est qu'à voir la dette américaine qui est de 30 000 milliards de dollars et qui ne sera jamais remboursée. Et donc, en fait, on a une espèce de... on ne peut même plus parler de monde multipolaire. Nous rentrons dans une nouvelle globalisation, hein, Oui. avec des locomotives solides qui ont la technologie, et qui sont indispensables à l'économie mondiale et qui ont aussi les ressources. Alors, en prenant ces décisions, l'Union européenne donne cette impression d'être, on va dire, une entité soudée, hein, en proposant ces sanctions contre la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit donc d'une décision commune, monsieur Je serais hésitant. D'abord, quand j'ai cité Brzezinski, éminent personne influente sur la géopolitique américaine, mais Brzezinski avait toujours une hantise d'une jonction entre l'Allemagne et la Russie. Et je crois que l'Ukraine, depuis la chute du mur de Berlin, a servi d'abcès de fixation. En 2014, les choses se sont accélérées, mais pour fracturer. Et même Brzezinski avait dit que si jamais l'Ukraine rejoignait la Russie, c'était la fin du monde anglo-saxon. Donc, les choses... est-ce que les pays de l'Union européenne sont unis? D'abord, est-ce que l'Union européenne est unie? Est-ce que l'Union européenne, est-ce que l'Euroland va sauver sa peau? Il l'a sauvé avec la crise du corona. Et est-ce que là, on n'aurait pas à l'horizon un Berlin-Xit qui se profilerait? Parce que l'Allemagne est une puissance
importante et qui a toujours il y a toujours l'âme de ces penseurs, Haushofer et Ratzel, et cette nécessité d'espace vital, d'accès aux mers chaudes, etc. Oui. Et il est dans la nature de l'Allemagne de s'allier avec la Russie. D'accord? Et donc l'Europe est... d'abord, on dit que la Russie s'est tiré une balle dans le pied. Je ne sais pas qui c'est qui s'est tiré une balle dans le pied. J'ai l'impression que... On verra tout ça justement avec notre invité, Monsieur Jacques Sapir, qui est avec nous. Vous nous entendez, Monsieur Sapir? Tout à fait. Parfait. Donc, on l'a dit, Monsieur Sapir, la Commission européenne... on va dire, vient de boucler un plan pour cesser toute importation du pétrole russe. Ce plan est présenté comme le plus lourd de conséquences pour la Russie. Qu'en pensez-vous, Monsieur Sapir? Alors, c'est évidemment, symboliquement, quelque chose d'important. Ça montre une nouvelle dégradation dans les relations entre la Russie et l'Union européenne. C'est absolument incontestable. Maintenant, en ce qui concerne les exportations de pétrole brut, il est clair que la Russie est en train de prospecter toute une série de nouveaux clients. Aujourd'hui, les achats que l'Inde fait à la Russie ont été multipliés par 5. Alors, bien sûr, la Russie accorde à l'Inde des rabais importants, ce qui n'est pas par ailleurs une nouveauté dans le marché du pétrole. Si vous voulez, l'Arabie saoudite aussi accordait des rabais extrêmement importants, et on pense que actuellement le pétrole qui est vendu par la Russie à l'Inde est vendu à des prix de l'ordre de 68 à 69 dollars le baril. Bon, c'est évidemment beaucoup plus faible que le cours officiel du baril, mais ça reste quand même un prix important, surtout que le budget russe est calculé sur un prix du baril de pétrole qui est autour de 42 dollars. Donc voilà, il y a maintenant, si vous voulez, une espèce d'engagement de la Russie à trouver des autres clients. Et puis, il y a une autre chose. Il s'agit d'une interruption ou d'un arrêt des achats de pétrole brut. Est-ce qu'il en va de même pour l'ensemble des produits pétroliers? Parce que l'Europe n'achète pas seulement du pétrole brut, elle achète aussi des produits raffinés à la Russie, en particulier du gazole. Et les capacités de raffinage des pays de l'Union européenne étant assez faibles, à ce moment-là, si l'Union européenne se décide aussi d'interrompre ses importations, là, il va y avoir un véritable problème pour trouver des raffineurs qui soient capables de livrer à l'Europe les quantités dont elle a besoin. Alors, quelles pourraient être justement les conséquences sur le continent européen, monsieur, à long terme et à moyen terme, monsieur Sapir? Alors, les conséquences, c'est tout d'abord que la Russie va progressivement abandonner, contrainte et forcée, va abandonner le marché européen. Oui. Ce qui est quelque chose que la Russie avait prévu, alors pas aussi rapidement évidemment, mais qu'elle avait prévu dès 2010, si vous voulez, c'est à cette date qu'a été publiée la fameuse stratégie énergétique pour 2030, et déjà dans ce document, qui a maintenant 12 ans, dans ce document, on voyait bien que la Russie souhaitait basculer une grosse partie de ses exportations de l'Europe vers l'Asie. Alors voilà, c'est quelque chose qui va l'accélérer. Ça sera sa riposte, monsieur Sapir, ça sera la riposte de la Russie? Ou bien... Oui, très probablement. Très probablement. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la Russie s'était déjà engagée dans cette direction. Elle avait déjà développé, si vous voulez, toute une série d'approches des pays asiatiques. Alors, on pense évidemment à la Chine, on pense à l'Inde, mais il y a d'autres pays qui sont demandeurs de pétrole. Et en fait, ça va plus accélérer un mouvement que provoquer ce mouvement. Mmh. Quelle sera la stratégie de l'Union européenne face à cette, on va dire, à cette manœuvre russe? L'Union européenne, elle va être obligée de diversifier ses approvisionnements. Alors bien sûr, elle peut acheter du pétrole aux États-Unis.
elle voudrait en acheter à l'Arabie Saoudite et aux pays du Golfe, mais ces pays ne sont pas véritablement désireux d'augmenter leur volume de production, ou plus précisément, ils vont augmenter un petit peu les volumes de production. C'était d'ailleurs prévu dans l'accord qui a été passé il y a un peu plus d'un an, mais ils ne sont pas prêts à répondre au doigt et à l'œil à la demande de l'Union européenne. Donc effectivement, l'Union européenne va devoir aller chercher des producteurs, je dirais, un petit peu différents. Alors oui, il y a des producteurs en Afrique, évidemment. Il y a des producteurs en Amérique latine, le Brésil, le Venezuela. Il y a l'Iran, bien entendu. Et en fait, si vous voulez, en refusant de s'approvisionner en Russie, eh bien, l'Europe va être obligée de se réapprovisionner dans des pays avec lesquels elle était en froid, et donc elle va, d'une certaine manière, faire évoluer sa diplomatie vis-à-vis de ces pays. Monsieur Preur, est-ce que l'Union européenne y parviendra à faire face donc à cette... D'abord, Monsieur Sapir a cité le Venezuela. Bon, le Venezuela, c'est les premières réserves mondiales, c'est 300 milliards de barils. Seulement 65% du pétrole vénézuélien est en dessous de 30 degrés API, c'est-à-dire que c'est un pétrole extrêmement lourd et coûteux à raffiner, et donc et polluant. Donc je ne vois pas... Aujourd'hui, le marché pétrolier est à l'équilibre. Il faut savoir que les pays de l'OPEC+, dont la Russie fait partie, n'ont réussi le mois dernier qu'à augmenter leur production que de 10 000 barils par jour au lieu des 400 000 qui étaient prévus. Les spare capacities, les capacités résiduelles au niveau des pays qui sont entre l'Arabie Saoudite et à peu près et les Émirats Arabes Unis, ils tournent autour de 2,5 millions de barils par jour. Donc, l'Europe importe entre produits pétroliers, entre pétrole et produits, importe 4,5 millions de barils par jour. Monsieur Sapir avait bien, je suis tout à fait d'accord. En fait, le barycentre est en train de bouger. Le moteur de la croissance mondiale, c'est l'Asie, et la Russie veut en tirer avantage. La Russie est sous contrainte vis-à-vis de la Chine avec la Sibérie orientale, et elle a intérêt à développer un partenariat structurant avec la Chine, dont l'énergie serait... mais aussi avec l'Inde, qui est... et donc, nous sommes dans un nouveau paradigme. Je pense que les pays européens qui, en fait, comment dirais-je, c'est une espèce de théâtre chinois ou un théâtre d'ombre où vous avez la main des États-Unis qui est derrière, et vous avez l'Europe qui est à la manœuvre, contrainte et forcée, qui va perdre... si elle n'a pas perdu son âme, elle perdra en tout cas son unité. Monsieur Sapir a également parlé de l'importance de faire jouer la diplomatie pour justement essayer de se réconcilier avec certains pays avec qui ils étaient en froid. Bon, il y a les capacités iraniennes. Bon, il y a l'Iran. Les réserves pétrolières, vous avez 263 milliards de barils. Les réserves mondiales sont de 1700. Donc vous en avez 263 en Arabie Saoudite, 100 dans les Émirats, 157 en Irak, à peu près la même chose en Iran. Et ce sont des zones, c'est une géopolitique complexe, d'accord ? Oui. C'est une géopolitique complexe. D'abord, il faut remonter la pente avec l'Iran. Et l'Iran, pour avoir résisté avec succès à un embargo extrêmement violent, a reconsidéré ses alliances aussi et sa géopolitique. Oui. C'est-à-dire que
Parce qu'il faut compter aussi avec les ambitions de la Chine, avec ses nouvelles routes de la soie, avec son... et la Chine n'abandonne... Le train va jusqu'en Allemagne depuis... donc il y a un jeu complexe. Et en fait, cette globalisation anglo-saxonne qui, à mon avis, est sur la fin, c'est même la fin de l'Occident, comme dirait François Hesbourg. Oui. Donc, je ne pense pas que la diplomatie puisse compenser les divergences profondes d'intérêts et les déficits de potentiel des pays qui sont concernés. Ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas l'Est africain, ou ce n'est pas qui vont et encore moins le Venezuela. Alors on va prendre justement l'avis de Monsieur Jacques Sapir. Et j'ajouterai que le facteur temps est important. Très bien. Monsieur Sapir, vous êtes toujours avec nous. Oui. Monsieur Sapir, donc l'objectif de ces sanctions européennes est justement d'affaiblir l'économie de la Russie. La Russie, on l'a vu, s'est quand même montrée résiliente face à les premières sanctions qui ont été annoncées. Quel serait, à votre avis, l'impact de cet embargo annoncé sur le pétrole russe ? Je pense que cet impact sera tout à fait limité. D'abord parce que la Russie va trouver d'autres clients. Il faut d'abord rappeler que cet embargo n'est pas immédiat. Oui, il est progressif. C'est un embargo qui ne prendra effet que dans 6 mois, peut-être un peu plus. Donc la Russie, elle va se retourner, elle va passer des accords avec d'autres pays, elle va augmenter ses livraisons à des pays qui sont déjà ses clients, probablement en baissant les prix d'ailleurs, ce qui est une tactique commerciale assez habituelle. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, la Russie a les moyens de faire face à cet embargo parce que, si vous voulez, si on prend le discount que les producteurs russes font actuellement aux sociétés indiennes, qui est d'environ $35. Bon, ça peut sembler énorme, $35 par baril, mais ça met quand même le pétrole russe vendu à l'Inde, grosso modo, juste en dessous de $70 le baril. Et je rappelle, le budget russe, il est calculé à $42 le baril. Donc, en réalité, ça aura peu d'effet sur l'économie russe, peu d'effet sur les entreprises pétrolières et gazières russes. Par contre, évidemment, ça va accélérer, ça va pas créer, mais ça va accélérer le processus de basculement. Et d'une certaine manière, et là je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant, le problème essentiel, c'est un problème de temps, de temporalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne ne dit pas « on arrête demain d'acheter à la Russie ». Elle dit « on va arrêter dans les 6 mois qui viennent ». Bon, tous les pays ont besoin de temps pour, d'une certaine manière, redéployer leurs achats ou leurs ventes. Et si l'Europe a besoin de temps, la Russie a elle aussi besoin de temps. Et en réalité, on voit bien que, à la fin des fins, eh bien, la Russie va pouvoir traverser cet embargo sans beaucoup de dommages. D'ailleurs, il faut rappeler que actuellement les excédents d'exportation russes n'ont jamais été aussi élevés depuis très longtemps. Donc en réalité, même avec les limitations, les embargos qui sont prises, eh bien le commerce russe des hydrocarbures se porte très bien. Alors on parle actuellement d'embargo sur le pétrole. Est-ce qu'on aura le même effet si on parlait d'embargo sur le gaz, Monsieur Sapir ? Alors, il faut dire tout de suite, l'embargo sur le gaz n'est pas possible. Alors, bien sûr, si on raisonne dans 4, 5, 6 ans, peut-être. Mais pour l'instant, l'Union européenne ne peut pas substituer du gaz liquide, du gaz naturel liquéfié, du GNL, au pétrole russe. Il faut savoir que le rapport entre le GNL que l'Union européenne consomme actuellement et le pétrole russe, il est de 1 pour 3,5. Donc ça veut dire qu'il faudrait importer des quantités considérables de GNL. Et actuellement, l'Union européenne n'a pas les capacités
de regazéification de ce GNL. Ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Et elle n'a pas la flotte de méthaniers qui serait nécessaire. Oui. Donc, ça veut dire que quand on parle d'un possible embargo ou d'un possible arrêt des livraisons, eh bien, en réalité, on ne parle que dans le futur. C'est quelque chose qui sera, ou qui ne sera pas d'ailleurs, oui. Qui sera appliqué peut-être d'ici 3, 4 ou 5 ans, mais pour l'instant, il est strictement impossible à l'Union européenne de se passer du gaz russe. Monsieur Mourad-Preur, vous voulez intervenir? En fait, nous sommes dans une équation assez courante pour les stratèges. C'est-à-dire que la Russie, on va considérer une espèce de courbe descendante, hein, donc avec en ordonnée l'impact et les risques, hein, et la Russie, elle sait qu'elle est dans la zone, elle sait que l'Europe est dans la zone rouge sur une échelle de 5 ans. Elle sait qu'elle a une fenêtre d'opportunité de 5 ans, hein, oui. Et que progressivement, l'Europe va se doter de capacités de regazéification. Aujourd'hui, 20% du gaz consommé en Europe, c'est du GNL. Oui. Les capacités de regazéification sont complètement saturées. Et en fait, le premier fournisseur d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz, c'est la Russie. Et donc, le tiers de la consommation gazière européenne, c'est la Russie. Mm-hmm. Donc, dans cette échelle de temps, la Russie a une marge de manœuvre qui est considérable, dans la mesure où elle redéploie ses marchés, donc la sécurité de ses débouchés, tandis que l'Europe n'a pas il n'y a pas de symétrie pour l'Europe en matière de sécurité des approvisionnements. D'accord ? Oui. Donc, substituer 170 milliards de mètres cubes de gaz naturel, personne ne peut le lui fournir, quand bien même il y ait une diplomatie des plus acrobatiques possibles. Monsieur Mourad-Preur, on est pris par le temps. J'aimerais vous poser une question. À votre avis, messieurs, à qui profitent ces sanctions dans le contexte actuel ? Les sanctions sont le fait, à mon avis, de politique. Et au pluriel, d'hommes politiques, de systèmes politiques. Les sanctions ne peuvent pas profiter à l'Europe. La Russie a une capacité de résilience considérable. Et je voudrais dire juste un mot là-dessus. Si l'Europe ne peut pas soumettre à l'embargo le gaz russe, la Russie peut soumettre à l'embargo ses clients européen, elle l'a déjà fait en 2013. Hein, et elle le fait avec la Bulgarie et la Pologne. Elle est en mesure de le faire à plus large échelle. Et dans ce contexte-là, l'Europe sera dans une situation excessivement... parce qu'il y a une passerelle entre les marchés pétroliers et le marché gazier. Les électriciens ont des brûleurs à gaz et à fioul. Et si jamais le gaz manque, le prix du pétrole va exploser et je pense que nous irions vers un enchaînement chaotique pour l'économie mondiale qui ne peut pas supporter un prix au-delà de 120, 130 $ le baril. Monsieur Sapir, je vous retourne la question. À votre avis, dans le contexte actuel, à qui profitent donc ces sanctions, sachant que les États-Unis, quand même, exercent des pressions sur les Européens pour, justement, imposer ces sanctions? Alors, je pense que les sanctions, avant de profiter à quelqu'un, elles vont surtout faire très mal à l'Europe. Ça, c'est tout à fait clair. Et je partage complètement ce qu'a dit l'intervenant. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. La Russie est résiliente. La Russie, par ailleurs, était en train de planifier un retournement de ses exportations de l'Europe vers l'Asie. Donc, d'une certaine manière, elle est bien placée pour faire face à cet embargo. Alors après, si on regarde
je dirais plus politiquement, ce qu'il y a derrière cet embargo, il est très clair qu'il y a un pays qui va en profiter, c'est les États-Unis. Oui. Pas tellement parce qu'ils vont vendre plus à l'Union européenne, mais parce que ils sont un concurrent industriel de l'Union européenne et ils vont voir tout simplement l'activité industrielle baisser en Europe. Donc là, il y a à l'évidence un avantage pour les Américains. Et puis, il faut aussi bien comprendre que bien des mesures dans cet embargo, bien des mesures qui sont discutées actuellement, sont discutées parce que les politiques sont sous la pression de leurs opinions publiques. Il y a un élément émotionnel dans la Merci, prise de Monsieur mesures Sapir, je suis dans l'obligation de vous d'une couper. certaine manière, défie le calcul rationnel. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sapir, d'être intervenu dans cette émission. C'est un sujet très intéressant. On aura, j'espère, l'occasion d'en débattre une nouvelle fois. Merci, Monsieur Preur, d'être venu. Vous êtes expert international en énergie. Monsieur Jacques Sapir est donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales en France, membre étranger de l'Académie des sciences de Russie. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Restez sur Al 24 News.